Merci à vous pour votre présence. Je vous laisse vous installer. Alors, ce matin, nous recevons Monsieur Pascal Cormery, président, et Madame Christine Dechaine-Céard, j'espère que je n'ai pas accroché votre nom, directrice de la réglementation de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Donc, l'idée pour nous étant d'échanger sur la proposition de loi visant à garantir un mode de calcul juste et équitable des pensions de retraite de base des travailleurs non salariés des professions agricoles, dont d'ailleurs je suis le premier signataire, et que nous examinerons en commission la semaine prochaine. J'indique que cette audition fait l'objet d'une captation vidéo retransmise en direct sur le site du Sénat et disponible à la demande. Nous venons de vivre une semaine dernière particulière. Nous avons tous perçu le malaise des agriculteurs qui a notamment marqué l'actualité, à l'occasion notamment du Salon de l'agriculture. Nous savons que ce malaise vient de loin et qu'il a des causes multiples. Le faible montant moyen des retraites des non-salariés agricoles à l'issue d'une vie de travail souvent difficile en est une des causes, malgré les améliorations apportées par le législateur au cours de ces dernières années. L'objet de la proposition de loi est justement de préciser comment doit être appliquée la dernière de ces améliorations, à savoir le principe du calcul du montant de la pension de ces travailleurs sur la base des 25 meilleures années, comme pour les salariés. Dans ce contexte, Monsieur le Président, Madame la Directrice, je vous invite pour débuter cette audition à nous rappeler peut-être plus précisément quelle est la situation des retraités du régime de travailleurs non salariés et de nous exposer votre vision sur la proposition de loi que nous examinerons la semaine prochaine. Bien entendu, ensuite, nous partirons dans un échange avec les différents commissaires et je donnerai la parole en premier lieu à Pascal Gruny, notre rapporteur, qui commencera notamment à vous poser un certain nombre de questions. Voilà, Monsieur le Président, après cette brève introduction, je vous laisse très rapidement la parole. Mesdames, Messieurs les sénateurs et sénatrices, merci de nous inviter pour cette audition. Simplement, peut-être... Voilà. Peut-être tout simplement en introduction, je vais revenir tout de suite sur les retraites agricoles, mais simplement que le malaise agricole par rapport aux propos du président est bien plus large que le problème des retraites agricoles. Il y a un problème de revenus, un problème de surréglementation. Pour information, je suis agriculteur dans le nord du département de l'Indre-et-Loire, producteur de porc, de viande bovine et de céréales. Donc voilà, donc confronté quand même à de multiples réglementations. Et le vrai sujet, et pour faire la transition avec le dossier des retraites, le vrai sujet, c'est le revenu agricole. Moi, je rappelle quand même que sur les déclarations fiscales que nous recevons chaque année qui permettent le calcul des cotisations sociales, 50% des agriculteurs ont un revenu inférieur à 20 000 euros. Voilà, il faut quand même, donc 450 ou 60 000 agriculteurs, vous en avez la moitié qui ont des revenus inférieurs à 20 000 euros. Donc de toute façon, quelle que soit l'évolution du régime des retraites, si le revenu ne s'améliore pas, les retraites ne s'amélioreront pas. Voilà, je pense qu'il faut quand même commencer, ça me paraissait important de dire cela dans mon introduction. Sur le niveau des pensions de retraite, on a un système un peu compliqué quand même. Voilà. Quand je dis un peu, c'est un euphémisme, madame. Pascal va être d'accord. Pascal Gruny va être d'accord avec moi, c'est un euphémisme. Donc, entre la forfaitaire, la proportionnelle, la RCO, alors si je prends les trois, voilà. Donc, c'est un sujet un peu complexe. L'objet aujourd'hui, c'est pas forcément la réforme du système, mais c'est de trouver quand même comment on peut améliorer le niveau des retraites. Sur le niveau moyen des retraites, c'est 1 050 euros. De toute façon, pour 50% des collègues, toutes choses égales par ailleurs à la date d'aujourd'hui, la réforme des 25 meilleures années ne changerait rien. C'est-à-dire que de toute façon, ils seraient sur Chassaigne 1 et Chassaigne 2, sur les minima, voilà. Alors, si je fais une erreur, je laisserai ma directrice me reprendre. Voilà. Mais donc, c'est quand même ça qu'il faut se mettre. Donc, effectivement, on a après ceux qui ont des hauts revenus, donc vous enlevez 450 000, vous êtes à 225 000 agriculteurs qui sont au-dessus de 20 000 euros de revenus, et donc ceux-là peuvent prétendre éventuellement à une amélioration
du régime des retraites par les 25 meilleures années. Moi, je suis surpris, alors je vous le dis quand même aussi, je suis surpris, c'est d'entendre, y compris le ministre de l'Agriculture, j'aurai l'occasion de lui dire ce soir, puisque j'ai une réunion de travail avec lui, que nous avions collaboré à différents schémas. La MSA a été écartée. Je vous le dis comme je le pense. Nous avons été écartés, nous avons fourni uniquement l'information. À aucun moment, nous avons collaboré à la mise en place de ces 25 meilleures années, aux différents schémas des 25 meilleures années. Et donc au rapport. Nous n'avons absolument pas collaboré au rapport. Je le regrette profondément. Je l'ai déjà dit au ministre, je lui redirai ce soir. Je trouve que quand même, ne pas mettre dans la boucle le régime de protection sociale pour faire les simulations et tout au fur et à mesure, je trouve que c'est absolument... Voilà, la réunion est publique, il l'entendra, mais je lui dirai en direct. Voilà. Ça me paraît quand même important, là aussi, de le dire. Sur, pour être très court, le 4C, tout de suite, puisque c'est la question qui a été posée sur le 4C. En tout cas, dans les simulations que nous faisons, quelles que soient les simulations, et là, la directrice pourra répondre sur le plan un peu plus technique, si vous le souhaitez, il y aura toujours des perdants. Voilà. Donc, la proposition faite par le gouvernement, telle que sur le 4C, il y aura des perdants. On est bien d'accord? Donc, la proposition que vous faites, avec les différentes hypothèses, est la seule qui permette aujourd'hui de pouvoir améliorer. Alors, quand on dit améliorer, je vous dis 1050 € de moyenne, l'amélioration ne sera pas phénoménale puisque le montant maximum, ça sera éventuellement de 190 € pour les plus... Là, et la moyenne sera autour de une centaine d'euros. Donc quand on parle de 1050 € à 1150 €, je considère que c'est quand même une progression parce que c'est une réalité, mais on ne peut pas dire que non plus c'est important en termes de progression et je ne suis pas sûr qu'on soit même à 100 € de moyenne. Mais c'est une réalité. La réalité quand même, et c'est pour ça que je reviens au problème du revenu, c'est que le système tel qu'il est conçu aujourd'hui, si nous avions des revenus, et j'ai des exemples en tête, si nous avions des revenus équivalents à 3 fois le montant du SMIC, c'est-à-dire au plafond de la sécurité sociale, c'est-à-dire à 49 000 € aujourd'hui, toutes choses égales par ailleurs, si on avait ça sur l'ensemble de la carrière, et j'ai des collègues qui l'ont, on aurait le plafond de la sécurité sociale, on aurait 1900 €. Donc, c'est pas forcément, même si le système est complexe, c'est pas forcément le système qui pose un problème, c'est vraiment le niveau des revenus qui pose un problème. Voilà, quel que soit le système, à un moment donné, si vous avez de faibles revenus, mais chez les salariés, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'un salarié qui est au SMIC et un salarié qui gagne 10 000 € par mois, à la fin, il n'y a pas le même niveau de retraite. Se rajoute sur la faiblesse des retraites, et ce n'est pas dans la question posée, mais je me permets de vous le dire, c'est le problème de la RCO, de la retraite complémentaire obligatoire. La retraite complémentaire obligatoire date de 2004. Donc effectivement, avec une intention, c'est de cotiser à une retraite complémentaire pour améliorer leur retraite. Et ça, c'est sur le principe. Sauf que depuis 2004, et je ne mets pas le tort ni sur les législateurs ni sur les gouvernements successifs, mais le système a été dévoyé dans le sens où la revalorisation des petites retraites agricoles avec l'attribution de points gratuits pour ceux qui étaient déjà à la retraite a fait que, de toute façon, du moins, il n'y a rien de gratuit dans la vie quand même. Il y a toujours quelqu'un qui paye. Donc c'est ou le budget de l'État ou les citoyens, mais il y a toujours à un moment donné quelqu'un qui paye le sujet. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le rendement de la RCO ne permettra pas d'avoir une retraite complémentaire en 2042 à taux plein, quand la carrière sera finie, d'avoir une retraite digne de ce nom, une retraite complémentaire digne de ce nom. Donc ça mérite quand même de votre part, sans doute, dans les mois ou les années à venir, une attention particulière sur la RCO. Mais voilà. Donc moi, ce que je peux vous dire par rapport aux questions qui m'ont été posées et tout, c'est que la proposition que vous faites nous semble aujourd'hui, sur le plan
pour respecter d'abord l'engagement, notamment du 1er janvier 2026, la proposition sans doute la plus acceptable, voilà, donc pour permettre au moins de satisfaire. Après, il y a toujours possibilité d'aménagement, mais pour satisfaire une revalorisation des petites retraites. Et je voulais simplement finir là-dessus sur le problème très technique. J'ai tout entendu, nous avons tout entendu en disant oui, mais vous n'avez pas les revenus depuis. Nous n'avons pas les revenus parce que dans un système informatique, la règle et la législation nous autorisaient à ne pas garder les revenus et à garder uniquement la valeur de points, puisque les revenus que nous transmettons chaque année se transformaient en valeur de points. C'est pour ça que de 90 et 92, la réforme fiscale où on est passé du régime à l'hectare, du moins du régime cadastral, pas forfaitaire, cadastral, du régime social cadastral aux revenus réels, effectivement, nous n'avons pas les revenus de 90 à 2016, nous n'avons pas les revenus, nous avons les points. Chez moi, j'ai l'occasion d'expliquer à plusieurs fois au cabinet du Premier ministre et au cabinet du ministre de l'Agriculture que potentiellement, même si on retransformait les points, les tranches de points en revenus, ce n'est pas une catastrophe non plus. Du moins, je veux dire, alors on me dit tout de suite, ça va coûter trop cher. D'abord parce qu'ils disent ça, mais ils n'ont pas regardé. Donc, c'est quand même dire que ça va coûter trop cher avant de savoir s'il faut faire les opérations avant, de savoir si ça coûte trop cher ou pas trop cher. Maintenant, moi, je veux dire, quand on touche 1 050 € de moyenne, voilà, il faut prendre un peu de recul sur le fait de considérer que les retraites ne méritent pas d'être améliorées. Voilà. Donc attention, moi je trouve en tout cas surprenant deux choses. C'est que nous ayons, depuis le début de la réforme, nous avons été que fournisseurs d'informations et à aucun moment nous avons été acteurs dans le rapport. Je trouve ça que, quand même un peu surprenant. Et quand je dis surprenant, je reste politiquement correct. Voilà, donc ça me paraît. Et le deuxième point, notre système informatique fonctionne, et c'est vrai que la proposition qui est faite par le Sénat nous permettrait, d'abord, ne coûte pas plus cher là en termes de moyens, c'est-à-dire que notre système informatique peut absolument tout de suite mettre, du moment qu'on connaît les décrets d'application et les règles, on peut le mettre tel que la proposition que vous faites, on peut le mettre en route et la mécanique en route, et avec l'assurance d'être prêt au 1er janvier 2026. Donc voilà, je tenais à le préciser. Merci, Monsieur le Président. Madame la directrice, est-ce que vous voulez intervenir en complément? Non. Alors, on va passer directement aux questions dans ce cas-là. Donc la parole à notre rapporteur du texte, Pascale Gruny. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la MSA, Madame la directrice, bon, moi je vous ai déjà auditionné, mais pour les collègues c'était important aussi d'avoir cette audition. Donc le rapport que nous avons eu aussi très tardivement, auquel finalement vous n'avez pas contribué, disons qu'on a même, je pense qu'on les a poussés pour avoir ce rapport, bon, qu'on a eu. Donc, je ne sais pas si vous l'avez regardé, mais il y a plusieurs scénarios qui ont été indiqués. Et voilà, on semble déjà dans le rapport, donc ils se mettent sur le scénario 4C du rapport, donc calcul les pensions de retraite sur la base d'un système par points pour la partie de carrière qui est antérieure à 2016 et un système par annuité pour la partie postérieure à 2015 avec un passage au minimum contributif de régimes alignés et aussi à la liquidation unique des régimes alignés. Donc c'est ce qui semble être retenu à ce jour et on sent bien que voilà, on a eu une audition il y a 15 jours qu'en fait ils négligent même notre proposition de loi. Alors, le Premier ministre a d'ailleurs annoncé le report de la définition des modalités à l'examen du PLFSS pour 2025 et se pose la question aussi de l'examen éventuel à l'Assemblée nationale. Alors, donc, je pense que la première question, c'est quel regard portez-vous sur ce projet, sur notamment le scénario 4C,
pourquoi c'est celui-là qui a été retenu, voilà. Est-ce que vous pensez qu'il puisse être amélioré pour ne pas faire des perdants? Parce que nous, on a fait le choix tout de suite dans la proposition de loi de choisir le scénario qui ne faisait pas de perdants et que, à minima, il y aurait pas de, voilà, ça bougerait pas pour certains, mais après, pour une bonne partie, en fait, il y a des personnes qui auront un peu plus, mais en revanche, pas de perdants. Donc, est-ce que vous pensez que si jamais ils retiennent ce scénario, on peut l'améliorer pour qu'il n'y ait pas de perdants? Ce serait quand même dommage. Et donc, vous avez dit, pour le 1er janvier 2026, vous êtes prêts, mais si ça tarde, parce que le PLFSS, c'est la fin de l'année, on est déjà en 2025, est-ce que vous arriverez à tenir les délais? Il faut dire aussi qu'il y aura certainement d'autres réformes à venir ensuite, mais qu'il faut vraiment démarrer tout de suite pour avoir ces 25 meilleures années. Donc nous, avec le président Mouillé, donc on propose de conserver donc un régime par points, calculer les pensions agricoles sur la base des 25 meilleures années de points. Donc, est-ce que vous pensez que ce scénario est à même de répondre à la détresse du monde agricole? On a vu qu'il y avait des attentes aussi sur ce calcul de retraite, de la part des jeunes agriculteurs, mais aussi de la part, on va dire, de leurs parents, donc des autres exploitants, pour justement, je dirais, transmettre leur exploitation, avec quand même l'espoir d'avoir une retraite à la fin. Et est-ce que ce scénario aussi respecte les dispositions de la loi DIV que nous, on avait reprise en conforme ici? Alors ensuite, le rapport qui a été remis par Yann Gaël Amgar en 2012 estimait le coût d'une réforme semblable à celle que nous proposons, parce que ça, il semble avoir oublié que finalement, c'était ce qu'il proposait quand même dans son rapport, plus ou moins, hein, c'était quand même ce qui ressortait. Donc que nous proposons donc à 472 millions d'euros au terme d'une trentaine d'années de mise en œuvre, et le gain qu'en tireraient les non-salariés à un peu moins de 50 euros par mois en moyenne. Alors, ces projections vous semblent-elles devoir être actualisées au regard des évolutions, et notamment des multiples revalorisations des minima de pension? Voilà. Et enfin, quel regard vous portez sur la fusion de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle qui était prévue par la proposition de loi? Je voudrais aussi juste ajouter que ces 25 meilleures années, c'est pas neutre du tout, parce que avec le changement climatique, les récoltes, elles sont plus linéaires du tout, et elles sont même pas linéaires dans un même département. Vous avez des fois, en fait, entre le nord et le sud, des rendements qui sont totalement différents. C'est pour ça que c'est vraiment un sujet primordial aujourd'hui de prendre ces 25 meilleures années qui pourront améliorer, on l'espère en tout cas, la retraite des uns et des autres. Voilà ce que je voulais dire. Président, je vous laisse répondre. Et puis, la directrice complétera simplement. Dans l'écriture du rapport, puisque nous n'avons pas été concertés dans l'écriture, de toute façon, le fait de ne pas tenir compte dans les propositions du système informatique et de l'information que nous possédions, c'était déjà par nature handicaper la réforme, parce que je veux dire, on fait avec ce qu'on a, on a les outils qu'on a, le système il fonctionne où il fonctionnait tel que avec les données qu'on avait, donc le fait de pas tenir compte aujourd'hui, on va handicaper la date de mise en place de la réforme. Et puis la difficulté, c'est que en plus, c'est que si on nous donne pas, moi je vais très clair, si on ne donne pas des moyens supplémentaires à l'institution dans le cadre de la COG pour mettre en place, on est incapable de tenir. Moi, je vais être très clair, on est incapable de tenir le délai. Voilà, comme ça, je ne peux pas être plus clair avec vos propos. L'attente du monde agricole, je fais très attention, Madame la sénatrice. Il y a une attente sur les 25 meilleures années. On sait qu'elle sera. L'attente pour demain, quand on va annoncer les 100 € de moyenne, personne ne va être content. Il faut qu'on soit aussi très conscient du sujet.
C'est-à-dire que tout le monde, parce qu'on est sur des bases antérieures, du moins les gens qui arrivent à la retraite là, voilà, on est sur des choses. Derrière, vous posez la question sur la fusion des retraites forfaitaires proportionnelles. Moi, personnellement, j'ai aucune expertise sur le sujet, donc je ne vous apporte pas de réponse sur ce point-là, parce que, voilà, je pense que ça mérite expertise, savoir. Je pense que si on peut simplifier, ça serait pas mal quand même. Mais alors après, si on regarde les taux de rendement, même si la retraite forfaitaire, elle est à 250 €, je crois, le taux de rendement, il est important. Hein. Le rendement financier, si on regarde la cotisation forfaitaire et le rendement sur les 21,5 années de retraite après la liquidation, le rendement financier, il est important. Sauf qu'il est sur des montants relativement faibles. Donc, il est sur un montant faible. Donc voilà. Là, j'ai pas d'avis personnel en tout cas, j'ai pas d'avis au titre de l'institution sur le sujet, parce qu'on n'a pas expertisé le fait. Quelle est l'incidence de la fusion ou pas de la fusion? Est-ce que ça affaiblit les retraites? Est-ce que ça permettrait de les augmenter et tout? Ça suppose de changer un certain nombre de critères. C'est-à-dire que si, par nature, si on enlève 250 € de forfaitaire, c'est comment, en gros, ils sont réintroduits quand même dans la proportionnelle, et est-ce qu'ils vont être introduits ou pas, et avec quel type de critères. Donc, je pense que ça mérite quand même une expertise importante. Voilà ce que je voulais dire. Peut-être Christine préciser certains points. Bonjour à tous, mesdames, messieurs, bonjour. Madame, bonjour. Pour répondre à vos questions, la proposition de la MSA était nettement plus proche de la proposition de loi actuelle que des différents scénarios du rapport et également du dernier scénario, le 4C, pour lequel, pour répondre dès à présent à votre question, il n'a pas encore été trouvé de système pour éviter les perdants. Aujourd'hui, différentes combinaisons sont encore testées. Ces questions-là ne sont pas posées à la MSA. Nous participons en effet aux réunions, mais davantage en tant qu'auditeurs. Les chiffrages, les calculs sont demandés à la CNAV, pas à la MSA. Pour autant, nous en avons quand même les résultats. Et les tout derniers résultats, qui datent d'hier ou d'avant-hier, montrent que pour le moment, la solution n'a pas encore été trouvée pour éviter d'avoir des perdants. Voilà. Le taux de perdants actuellement, dans les derniers calculs et les dernières combinaisons qui sont faites, sont autour de 7%. Donc une chose est certaine, c'est que la MSA, dans ses propositions, avait fait justement le choix de respecter l'esprit de la loi DIB et donc de rester sur un système de points. Pour autant, il nous sera possible à la fois d'avoir une double liquidation qui soit articulée dans un premier temps sur une liquidation en points, et par la suite, si en effet des moyens nous sont donnés de modifier notre système d'information, d'intégrer ce nouveau mode de calcul par un système de revenus. Mais ce sera par la suite et pas avant 2028. Ça, c'est pour répondre à votre première question. Nous avons fait également quelques chiffrages depuis, à votre demande, ce qui n'avait pas été fait avant, puisque nous n'étions pas du tout dans une réflexion de système de points, qui nous a permis, sur 3 cas types, d'évaluer en effet les différents gains possibles pour ces 3 tranches de retraités. Donc, une évidence aujourd'hui, sur votre proposition, il n'y a pas de perdant. Deuxième, pour toutes les personnes qui ont faiblement cotisé au cours de leur carrière, il n'y aura pas de révolution. Forcément, avec faible cotisation, on ne peut pas avoir énormément de choses. Pour autant, elles seront rattrapées et protégées par les minima sociaux. Donc pour elles, pas de gain, mais pas de perte. Pour des revenus avec des cotisations moyennes, le gain ne sera pas énorme. On l'estime à environ 30 €. C'est déjà ça. Et au maximum, en effet, comme le disait M. Cormery, le président, on atteint 190 €, ce qui nous fait une moyenne entre 100 et 120 € selon les schémas, c'est-à-dire si aujourd'hui on ne change rien à l'arborescence. C'est-à-dire que c'est un petit peu différent de votre proposition qui consiste par exemple à faire fusionner
Alors, je vais utiliser des termes un peu techniques et barbares du coup, mais la retraite, la partie proportionnelle et la partie forfaitaire, si on fusionne les deux, il va falloir redéfinir des valeurs de points, de barème, et puis peut-être, je ne sais pas, faire évoluer la tranche des 30 points qui est l'entame. Donc, si on ne change rien aujourd'hui, nos évaluations sont celles-ci. Après, je vous parlerai du coût pour le régime, si vous voulez. Voilà. Si, en revanche, on modifie des choses dans l'architecture, d'une part, on risque de reporter la date de mise en œuvre de la réforme, parce que pour nous, même s'il s'agit parfois de paramètres, il sera nécessaire toutefois d'éviter tous les effets de bord liés au système d'information, qui aujourd'hui, en effet, n'a pas pu évoluer, parce que les budgets, à l'époque, il y a quelques années, nous ont été refusés. Voilà. Donc aujourd'hui, il faudrait d'une part nous les attribuer, mais nous laisser le temps d'ajuster. Si on reste sur le schéma de votre proposition, nous serons au rendez-vous en 2026, ça c'est une certitude. Voilà. Pour toutes ces raisons-là, parce que c'était aussi dans l'idéologie de la loi DIV, que c'était très proche de la proposition MSA qui n'a pas été entendue au moment du rapport, ni à la fin du rapport, ni même aujourd'hui. Nous sommes en effet presque alignés à votre proposition, qui nous semble la plus adaptée, en tout cas pour une mise en œuvre en 2026. Après, il sera en effet possible de faire évoluer le système, de modifier, éventuellement de passer à un calcul en revenus par la suite, mais pas avant 2028 et en nous donnant les moyens de le faire. Et nous n'y sommes pas opposés pour autant. Merci beaucoup. Je vais donner maintenant la parole à Monique Lubin. Merci, Monsieur le Président. Moi, j'ai de nombreuses questions. D'abord, vraiment sur le fond, j'ai lu dans différents rapports que la contribution des agriculteurs à leur régime de retraite était de 20%. Est-ce que vous pouvez me confirmer ce niveau-là? Sur les revenus que vous avez cités tout à l'heure, Monsieur le Président, revenus des agriculteurs à 20 000 euros, est-ce qu'il s'agit de revenus d'agriculteurs qui sont en mono-activité ou est-ce qu'il s'agit de pluriactifs, c'est-à-dire des gens qui ont d'autres revenus à côté? Ça, c'est sur la vision générale des choses. Sur la proposition de loi en question, le gouvernement semble effectivement avoir écarté tout de suite la solution préconisée par nos collègues qui ont déposé cette PPL et qui est donc proche de celle que la MSA aurait proposée si elle avait été consultée. Si j'ai bien compris, la raison qui fait que le gouvernement l'a repoussée d'entrée, c'est qu'il s'agit d'une solution de retraite par points et que la solution de retraite par points, dans le régime général, elle est bien évidemment basée sur toute une carrière, c'est-à-dire sur 42, 43, 44 ans, alors que là, il s'agit de 25 ans. Et j'ai lu le rapport, il semblerait que le gouvernement dise que c'est antinomique. Si on prend une solution uniquement par points, on ne peut pas la baser uniquement sur 25 années. C'est ce qui m'a semblé comprendre. Quelle est votre vision des choses? Sur le régime, enfin la question de la retraite agricole en général, vous avez bien dit, Monsieur le Président, que de toute façon, les retraites sont liées au montant des revenus sur toute une carrière. C'est évident. C'est la même chose que pour les salariés. Donc, moi, je vais poser une question, peut-être une question qui fâche, mais est-ce qu'il ne faudrait pas, une fois pour toutes, remettre sur le métier, si je puis dire, le chantier des retraites agricoles, plutôt que de procéder par réforme, toujours des réformes qui complexifient terriblement ce système auquel, franchement, il faut s'accrocher pour arriver à comprendre quelque chose au bout d'un moment, et qui fait finalement peu de satisfaits. Parce que si on prend la loi Chassaigne à laquelle nous sommes très attachés, moi j'ai rencontré un certain nombre d'agriculteurs à qui finalement ça n'a pas apporté grand-chose lorsqu'ils ont compris que de toute façon, on retirait déjà du calcul de la retraite les avantages familiaux. Et donc, pour des agriculteurs qui ont 3 enfants, par exemple, ce sont les témoignages qui m'ont été apportés, l'augmentation prévue par la loi Chassaigne, elle a été complètement
gommer, si je puis dire. Donc là, on va à nouveau, on a voté une PPL, on voit bien qu'elle a beaucoup de mal à être mise en pratique. On va travailler sur la PPL de nos collègues, dont on voit bien aussi qu'elle fera quelques gagnants, enfin quelques perdants, celle-là, quelques perdants, et semble-t-il beaucoup de gagnants, mais sur une somme qui reste modique. Est-ce que finalement, chaque fois que nous travaillons sur ce sujet-là, que nous avons des propositions, est-ce que nous ne berçons pas nos compatriotes agriculteurs comment dire, d'illusions, et est-ce qu'ils ne voudraient pas mieux, avec eux, remettre tout à plat, sachant que remettre tout à plat, ça sera aborder des sujets qui fâchent bien évidemment, notamment celui des cotisations, notamment pourquoi pas celui d'un rattachement à un régime général qui n'a pas été désiré à la genèse par, me semble-t-il, le monde agricole, mais qui finalement, pourquoi ne serait-il pas posé, puisque de toute manière, le régime de retraite des agriculteurs est quand même financé en partie par la solidarité nationale ou par des versements d'autres régimes. Donc ce sont des questions que je pose, et je pense que même si elles peuvent fâcher un certain nombre de gens et poser et amener des débats qui seront des débats compliqués entre nous et avec les agriculteurs, je pense qu'il faut les poser. Sur la proposition de la MSA, j'ai bien écouté Madame la directrice et j'ai noté là ce que vous nous avez dit. Pour ceux qui ont des faibles cotisations, ça amènerait aucun changement, mais ça paraît évident. Pour ceux qui ont des cotisations moyennes, 30 €, et pour ceux qui ont des cotisations importantes, jusqu'à 180 €. Quelle est la catégorie des agriculteurs qui pourraient bénéficier de ces 180 €? Dans quelle strate de revenus se situe-t-il? Parce que il semblerait quand même assez évident que, d'après les différents scénarios étudiés, ce soit bien évidemment ceux qui déclarent les revenus les plus importants. C'est logique. Donc comment peut-on faire? Oui, mais ceux-là attendent, mais les autres attendent aussi beaucoup. Donc voilà, d'où ma question. Quand est-ce qu'on remet sur le tapis la question générale des retraites agricoles? Je vais prendre plusieurs orateurs et puis on vous laissera répondre de façon globale. Nadia Sollogoub. Oui, merci Monsieur le Président. Alors c'est une question en forme de réflexion générale. Vous avez eu raison d'insister sur les frustrations qui suivent parfois des effets d'annonce qui font espérer beaucoup de choses aux agriculteurs. Et j'englobe dans la réflexion toutes les retraites agricoles, donc y compris les conjoints. Et quand on a annoncé, et ça a été largement médiatisé, qu'on augmentait les retraites agricoles, à vrai dire, c'était un petit peu mensonger, parce que les retraites agricoles n'ont pas augmenté. On a mis un plancher de revenus pour les retraités agricoles, et on a tous eu dans nos territoires un tas d'agriculteurs qui ont appelé en disant « Ah ben, je comprends pas, parce que moi, ma retraite n'a pas augmenté. » Mais évidemment, toute retraite soldée, s'ils étaient déjà à 1050, et on leur apportait rien. Donc moi je déplore qu'il y ait des effets d'annonce qui laisse espérer des choses. Et puis après, Bercy passe par là avec un décret d'application qui est le plus parcimonieux possible. Et puis à la fin, il y a beaucoup de frustration. Donc en fait, c'est pas vraiment une question, mais c'est une remarque parce que je m'attends à la déception qui va suivre les travaux qu'on va mener. Merci. Merci. La parole à Cathy Apourceau-Pouli. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur et Madame, donc, pour votre exposé. Nous plaidons pour notre part, et nous avions dénoncé d'ailleurs pendant la réforme des retraites, finalement, la retraite globale. Là, je parle évidemment ce qui allait se passer. Nous plaidons pour notre part pour une refonte globale, finalement, depuis longtemps, aux côtés d'André Chassaigne, du système de retraite des agriculteurs, parce que on voit bien que finalement, texte après texte, eh bien, il y a cette colère des agriculteurs qui perdure, qui continue. On a bien entendu ces dernières semaines leurs revendications, mais je ne prendrai pour ma part aujourd'hui que celle de leurs revenus, parce que finalement, ça a été dit, la retraite ne correspond qu'aux revenus que nous avons eus tout au long de notre carrière. Ça ne peut pas être autre chose. Et c'est ce que nous disons pour notre part depuis le début.
Donc nous plaidons évidemment pour une refonte globale du système de retraite des agriculteurs parce qu'on voit bien finalement ce ras-le-bol des agriculteurs qui travaillent, qui donnent beaucoup de temps, qui travaillent, je rappelle quand même pour la plupart un nombre d'heures incalculable, qui ont peu de congés et qui finalement ont des retraites que moi j'appelle indécentes pour la plupart, parce que quand on a travaillé toute une vie comme ils travaillent, on mériterait évidemment d'avoir une retraite qui nous permette de vivre. Et là, moi, je peux vous dire que dans les chez les petits paysans et les petits agriculteurs, ce n'est pas le cas. Je viens, moi, pour ma part, d'un département, le Pas-de-Calais, où il y a beaucoup de petites exploitations. Et donc, eh bien, finalement, on a bien vu ce ras-le-bol qu'ils ont exprimé. Alors, juste peut-être un rappel, parce qu'en 2020 et 2021, il y a eu les lois Chassaigne qui ont finalement permis de revaloriser les retraites agricoles. Il y a eu 2 lois. La loi Chassaigne 1, finalement, avec une pension minimale des agriculteurs portée à 75%, à 85% du SMIC net, soit 1 175 €, et en 2024, un gain moyen de 120 € net par mois. Et puis, par amendement, la majorité gouvernementale avait évidemment, ce que nous avions dénoncé, exclu les polypensionnés. Parce que finalement, on le voit bien aujourd'hui, les agriculteurs qui font chaque jour leur métier travaillent quand ils ont des petites exploitations, et c'est ce qui me remonte de mon département. Ils travaillent dans 2 endroits différents. Ils travaillent sur leur exploitation et ils ne sont pas rares ceux qui ont un deuxième métier à côté pour pouvoir finalement combler ce qu'ils n'auront pas avec leurs revenus des agriculteurs. Et leurs épouses sont confrontées aujourd'hui à la même situation. Souvent, leurs épouses travaillent à l'extérieur pour pouvoir donc compléter les revenus du ménage qui ne sont pas suffisants. Et puis, il y a eu donc cette loi Chassaigne 2 avec la revalorisation des retraites des conjoints collaborateurs et des aidants familiaux d'une centaine d'euros donc par mois. Alors, aujourd'hui, je pense que finalement, il faut aller beaucoup plus loin parce que ça a été dit par mes collègues, mais de petit texte en petit texte, finalement, nous n'arrivons pas à un texte global qui puisse réellement poser l'ensemble de la problématique de ce que vivent nos agriculteurs. Alors, moi, j'ai une question parce que vous nous avez dit tout à l'heure que vous ne seriez pas en capacité de tenir si vous n'aviez pas de moyens supplémentaires. Hein, c'est les propos que vous avez tenus. Donc, quelle incidence cela peut avoir ? Parce que finalement, si vous n'êtes pas en capacité, parce que, pas par incapacité, mais par incapacité, par manque de moyens, comment on fait? Comment ça va se passer? Voilà, c'est ma question. Et j'aimerais que vous puissiez me dire de quels moyens avez-vous besoin et de combien de moyens supplémentaires avez-vous besoin si demain, finalement, eh bien, voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je propose de répondre à cette première série de questions. Il y aura une deuxième série de questions. Hein. Je ne sais pas si j'ai essayé de reprendre sous forme de synthèse un peu les propos et les questionnements des uns et des autres. Peut-être en préliminaire quand même, on a vu lors de ces manifestations un certain nombre de contestations, y compris par rapport à la MSA et la sécurité sociale. Alors sur quelques points, 2 points essentiels, les retraites et la qualité de service. La qualité de service chez les exploitants, je le dis quand même. Donc nous avons été, il y a quelques années, on avait les problèmes avec les employeurs de main-d'œuvre. Nous avons résolu, tout simplement par une plateforme, pas par une plateforme, par des numéros de téléphone dédiés aux employeurs, aux entreprises pour avoir une réponse immédiate. Et aujourd'hui, ça fonctionne correctement. Et nous sommes en pleine réflexion pour amener la même chose aux exploitants agricoles, c'est-à-dire d'avoir un numéro dédié pour les exploitants, de manière à pouvoir leur répondre rapidement sans passer par la plateforme téléphonique qui
le monde agricole, en tout cas, n'est pas adapté à cette chose-là. Je rappelle quand même que si on l'a fait, si nous avons fait un certain nombre d'essayer un certain nombre de moyens opérateurs, c'est que depuis 15 ans, c'est 3 500 ou 4 000 salariés en moins dans l'institution. Je le ramène quand même à des réalités, avec une réglementation et une législation qui se complexifie à chaque fois. Et quand vous voyez les journaux, et je le regrette profondément, du moins je le dis, à un moment donné, l'État, les gouvernements successifs doivent se poser la question de ce qu'ils font de la sécurité sociale. Je veux dire, quand vous voyez que la CNAM ne répond plus au téléphone, quand vous avez vu que la CNAF, lorsqu'on a mis la prime logement, a été embourbée dans son système informatique, quand vous voyez la CNAV, qui l'année dernière, ou il y a 2 ans, a eu un problème informatique sur les retraites, c'est-à-dire qu'ils ont octroyé des compléments de retraite ou des moins sur les retraites. J'ai à un moment donné, quand on enlève aux opérateurs un certain nombre de moyens, quels qu'ils soient, pour les opérateurs publics, ça pose quand même une question. Je le dis au passage. Simplement, effectivement, vous avez raison, madame, la contribution est peu importante par rapport, la contribution des cotisations par rapport aux prestations reste peu importante. Et ça, c'est une réalité concrète, mais on en revient toujours à la question de départ, à l'affirmation de départ. L'affirmation de départ, puisque quelqu'un qui n'a pas de revenus ne cotise qu'à la hauteur du revenu qu'il a. Donc voilà, donc ça, c'est quand même un vrai sujet. Moi, mon sentiment profond, je ne suis pas législateur, je suis un président d'une organisation à la fois agricole et d'une organisation de protection sociale. Moi, je ne crois jamais au grand lendemain. Je veux dire, les réformes, je fais attention quand même. La question, le temps qu'on n'a pas résolu le problème du revenu, on peut faire toutes les réformes qu'on veut, on n'améliorera pas. À ce moment-là, c'est de la charge publique et tout le monde accepte de mettre de la charge publique sur les retraites. Moi, je veux dire, on peut. Je ne sais pas. Voilà. En tout cas, ça m'interpelle. Ça m'interpelle. Sur les plus réactifs et à titre principal, les revenus que nous avons, c'est les revenus de ceux qui sont à titre principal. Et, nous avons tous les revenus, sauf que nous avons les revenus agricoles, mais nous n'avons pas l'ensemble des autres revenus. C'est-à-dire que, qu'ils soient à titre principal ou à titre secondaire, les gens font leur déclaration fiscale. Aujourd'hui, depuis l'année dernière, la DGFiP nous envoie donc le revenu fiscal, et nous, on n'a pas plus d'informations que ça sur le sujet. On n'a pas, voilà, et c'est dans le cadre, d'ailleurs, des retraites. C'est dans le cas des retraites et la loi Chassaigne 1 et Chassaigne 2. C'est que au départ, lorsque politiquement c'était annoncé revalorisation des retraites agricoles, c'était des retraites agricoles. Tout le monde pensait la retraite agricole. Moi, à titre personnel, je suis polypensionné de la MSA. J'étais enseignant agricole, donc j'étais salarié. Je suis devenu agriculteur, je suis polypensionné. Donc, par nature, puisque je touche moins de 1 050 € sur mes 33 années de retraite exploitant, mais je ne suis pas valorisé, je ne suis pas revalorisé, puisque ma retraite polypensionnée de salarié vient s'ajouter, ce qui fait que je suis au-dessus du plancher. Donc voilà. Donc ça... Et je vous jure que nous avons eu nos plateformes téléphoniques ont été embolisées sur le sujet parce que tout le monde disait mais je ne comprends pas. On nous a annoncé qu'on avait une revalorisation des petites retraites agricoles, mais en fait les gens, c'était valable pour les monopensionnés. C'était valable pour uniquement les monopensionnés, mais pas pour les polypensionnés. Donc c'est vrai que il y a toujours des effets d'annonce. Il y a toujours des effets d'annonce qui sont parfois intéressantes, mais d'un seul coup, le retour de manivelle est dur à expliquer. En tout cas, nous avons été amenés à l'expliquer et tout. Sur l'aspect des conjoints, moi, je veux dire, là, il faut aussi que la profession agricole accepte qu'il n'y ait plus de sous-statut. Je veux dire, il faut aussi, du moins, moi, je milite à ce que
les sous-statuts, y compris quand on est au régime général, les auto-entrepreneurs et tout, que ça soit absolument limité dans le temps. Nous ne pouvons pas prétendre, moi je le dis très clairement, en tout cas je défendrai le temps que, même si je quitte bientôt la présidence, mais je veux dire, nous ne pouvons pas prétendre à vouloir avoir des bonnes retraites et au même moment ne pas vouloir, y compris pour les épouses, avoir des statuts qui permettent de pouvoir cotiser et avoir. Là, je veux dire, il faut que le monde agricole soit assez clair dans le sujet, ce qui n'est pas toujours le cas quand même. Je le dis. S'il y en a qui entendent à l'extérieur mes propos, ils vont peut-être pas être contents, mais j'assume quand même mes propos. Je veux dire, à un moment donné, c'est ça. Il faut aussi accepter de cotiser. Reste toujours la notion du revenu, mais il faut se poser la question de la gestion globale de l'entreprise. Ce qui m'amène quand même à dire la vision, et c'était le deuxième point qu'on nous reprochait la semaine dernière au Salon de l'Agriculture, en disant on touche des petites retraites. Alors sur le sujet, là, moi, je suis un peu démuni aussi, parce que dans le sens où il y a un problème de revenus pour un certain nombre, qui est réel et sérieux, et puis de l'autre côté, il y a un problème de fiscalité. Est-ce que le revenu agricole sur lequel sont basées les cotisations, c'est la bonne base de calcul? Ça mérite quand même qu'on étudie le sujet, parce que c'est peut-être pas la bonne base de calcul. On calcule des cotisations sur un revenu d'entreprise. Et je rappelle que le revenu de l'entreprise, le revenu agricole, c'est un revenu d'entreprise, ce n'est pas un revenu individuel. Et le revenu de l'entreprise, mesdames, messieurs, c'est à la fois auquel on rajoute les amortissements, puisqu'ils sont une charge mais pas une dépense, auquel normalement on a une partie qui est au prélèvement privé, et la partie qui est censée rester, c'est de l'autofinancement pour générer, moderniser l'entreprise. C'est pour ça que je me pose la question, si est-ce qu'aujourd'hui, le calcul, la base de calcul du revenu tel qu'il est fixé est la bonne base. Moi, je suis très interrogatif sur le sujet. Ceci étant, nous avons quand même une catégorie de la profession qui a du mal à accepter qu'il faut payer des cotisations. Et ça m'interpelle profondément. Et j'ai discuté avec, puisque j'ai été pendant 12 ans enseignant, j'ai discuté avec les établissements publics et privés, le CNEAP, les maisons familiales et tout. À aucun moment c'est abordé dans la formation. Moi, je veux dire, il faut quand même qu'on se pose les bonnes questions. Je rappelle que la sécurité sociale, globalement, pour l'ensemble de la population française, c'est 33% du PIB. Avec le chômage, bien sûr, l'allocation chômage et tout. Comment un pays qui dépense 33% du PIB ne met pas la sécurité sociale et un minimum la fiscalité, un petit peu de fiscalité, dans les formations finales, type Bac Pro, les gens qui vont s'installer, type BTS et tout. Ah ouais, je veux dire, je me pose quand même des vraies questions sur le sujet. Voilà. Ça vient peut-être en dehors un peu du débat, mais je pense qu'il faut se poser quand même la question. Parce qu'à un moment donné, nous devons, quand je dis nous, la profession agricole, doit être contributeur à sa protection sociale. Je rappelle que quand même, les gens qui ont moins de 10 000 euros de revenus ne payent pas d'assurance maladie chez nous. Voilà. À un moment donné, et moi, quand ceux qui se plaignent, je leur dis, mais quand vous donnez votre carte vitale, vous ne donnez pas de votre carte bancaire. Voilà. Donc, donc c'est vrai qu'on a sans doute, dans les organisations agricoles, une pédagogie à faire, et une vraie pédagogie à faire. En tout cas, là, le mouvement agricole m'interpelle en tant que tel, m'interpelle en disant, mais il y a une méconnaissance. Moi, je veux dire, quand j'ai demandé à des manifestants qui sont venus sur le stand en disant quel est le pourcentage, puisqu'on est sur les retraites, le pourcentage de cotisation retraite que vous payez sur l'ensemble de votre facture. Il y avait 4 agriculteurs bretons, une bretonne et 3 bretons. Aucun était capable de me dire qu'ils payaient aujourd'hui, qu'on payait 17% de cotisation retraite sur le montant de la facture. C'est quand même, moi, je veux dire, il faut quand même qu'au sein de la profession, on doit être interpellé. En tout cas, moi, je suis très interpellé. Et la réflexion qu'on doit mener aujourd'hui, c'est comment on engage les gens sur les cotisations.
l'ensemble de la profession agricole était d'accord de payer 5 points de plus, c'est-à-dire d'arriver autour de 22% de cotisation retraite pour justement aussi faire valoir que la retraite, c'est à nous de se la constituer en tant que telle et donc de participer. En termes d'information, moi je vous le dis, en tout cas partout où je fais des réunions d'information, je dis la retraite, c'est pas uniquement des sommes sonnantes et trébuchantes. On a le montant qu'on reçoit tous les mois, mais dès la partie, dès qu'on rentre dans la vie active, on doit se poser la question, est-ce qu'on veut devenir propriétaire ou pas de sa maison, est-ce que, etc., etc. Du moins, on doit se poser un certain nombre de questions pour savoir, en finalité, le jour qu'on arrive à la retraite, si on a les moyens, et quels moyens on a, ou en tout cas quel périmètre, avec quelle somme on considère qu'on peut vivre. Donc, et en fait, il y a peu de réflexion sur le sujet, ce qui amène quand même, et ça a été dit tout à l'heure, je crois, par Pascal Gruny, ce qui amène quand même une vraie réflexion sur la transmission, parce que derrière la réforme des retraites qui est envisagée, et je pense, madame, par rapport à la question que vous posez, je pense que de toute façon, ça peut se faire que palier par palier. Peut-être qu'il y a des moments où il pourra y avoir une réforme un peu plus importante, mais si on veut installer des jeunes agriculteurs, ce qui se passe aujourd'hui, il faut quand même qu'on se dise, moi, je vais vous dire, là, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ceux qui arrivent à la retraite, alors je suis à l'aise pour le dire, hein, je viens de prendre ma retraite il y a quelques jours, et je sais ce que j'ai fait à mon associé pour que ça se passe très bien et que ça ne lui coûte pas très cher. Mais c'est que souvent, le montant des reprises est bien plus élevé que la réalité économique de l'entreprise elle-même. Et donc, qui fait que ça limite les jeunes à l'installation. Et c'est souvent des reprises par agrandissement qui peuvent, parce que c'est le voisin qui peut se permettre. Voilà. Je pense que quand je vais dire ça, il y en a qui vont peut-être me reprendre à l'extérieur, mais c'est pas grave. Hein, je veux dire, il faut à un moment donné dire aussi des vérités, quand même. Hein. On peut pas vendre 3 fois le prix que ça vaut. Voilà. Et à un moment donné, il y a aussi une vérité à dire sur le sujet. Et la réforme des retraites, en tout cas la faiblesse des retraites, a parfois bon dos sur le sujet. Voilà. La vraie difficulté, mesdames, messieurs, c'est quand même, ça a été dit par la sénatrice du Nord-Pas-de-Calais, du Nord, madame, au Pas-de-Calais, pardon. Attention, je sais, c'est un drame si je confonds, là. Bon, ça me rassure. Ce qui est effectivement, si nous voulons garder, et dans certains cas c'est indispensable, c'est même nécessaire, ce qu'on appelle une forme d'agriculture familiale qui n'a rien à voir avec ce qui se passe dans un certain nombre d'autres pays, y compris l'Allemagne, anciennement l'Allemagne de l'Est et tout, des très très grandes exploitations. Il faut quand même que les gens qui ont des petites exploitations puissent effectivement avoir une retraite convenable. Parce qu'ils participent à la fois à l'aménagement du territoire, à l'entretien du territoire, à la production. Voilà. Donc attention, parce qu'effectivement, c'est en France, 450 000 agriculteurs. On a à peu près autant de types d'exploitation qu'on a d'agriculteurs aujourd'hui. On n'a plus de modèle, entre celui qui est dans la Haute-Loire, celui qui est dans le Puy-de-Dôme, celui qui est dans la Bretagne, voilà. Donc on voit qu'on a une vraie disparité et quand on est en Haute-Loire ou dans la Loire, la rentabilité de l'exploitation, rien que par l'aspect géographique et tout, elle est complètement différente de ce qui se passe dans la Seine-et-Marne ou la Marne. Donc voilà, moi je pense que... mais en tout cas, moi je ne crois pas, madame, je m'adresse à la grande réforme d'un lendemain, je ne crois pas, parce que à mon avis, c'est très complexe quand même à mettre en place. La question, c'est comment on revalorise quand même... C'est-à-dire, quel est à mon sens, la question qu'on peut se poser, c'est quel est le minimum acceptable de revalorisation. C'est-à-dire, est-ce que la retraite, elle doit être à 1300, à 1400, à 1500 ? Il y a un aspect que je n'ai pas dit quand même, et on en paye les conséquences aujourd'hui, hein, c'est qu'en 1962, nos prédécesseurs, donc moi j'étais pas vieux, donc voire très jeune, ils avaient refusé de cotiser à la retraite complémentaire.
Et donc, parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez, quand je vous disais tout à l'heure, à niveau de cotisation égal salarié, non salarié, donc exploitant agricole, la retraite de base est identique. La retraite de base est identique. La différence aujourd'hui, la différence sur le montant global des retraites, c'est la retraite complémentaire. C'est ça que, moi, ça, c'est souvent pas dit non plus. Donc voilà, je crois qu'il faut vraiment trouver, c'est pas facile de trouver cet équilibre. Merci, M. le Président. Madame la directrice, c'est un complément, parce qu'après, nous avons encore 6 intervenants. Je vous remercie, monsieur. C'est exactement en complément. Madame, vous disiez, c'est peut-être antinomique de réfléchir en points ou réfléchir en termes de carrière. Aujourd'hui, le calcul qui est fait pour le régime agricole est en effet en points, mais sur une carrière de 43 ans. C'est également le cas pour le régime général. Au régime général, en revanche, ce ne sont pas les points qui sont utilisés, mais les revenus. Je vous rappelle d'ailleurs la volonté, merci Président, d'une réforme systémique et non pas paramétrique, qui avait été voulue d'ailleurs, je crois, sous la présidence Hollande pour passer au système des points. Donc aujourd'hui, on est simplement actuellement en points sur 43 ans et il s'agirait de le ramener à 25 ans, donc prendre les 25 meilleures années. En effet, pour tenir compte des variations de cotisation d'une année sur l'autre qui sont elles-mêmes résultantes des variations de revenus des agriculteurs. Il n'y a aucune difficulté aujourd'hui à passer de 43 ans dans le calcul à 25 ans. C'est une simple règle de 3. Et pour ceux d'ailleurs qui n'ont pas une carrière complète de 43 ans et qui auraient par exemple une carrière d'une vingtaine d'années, cotisée uniquement pendant 20 ans, c'est la règle de 3 qui s'applique et à ce moment-là, on prendra 12 années. Donc on a un système de proratisation qui est tout simple. En fait, il n'y a pas plus simple. Voilà, pour répondre à votre première question. Pour la seconde question qui était, est-ce qu'il faut tout remettre à plat? Peut-être, mais pas pour 2026. Si on veut tenir le calendrier, ça déjà c'est à exclure. Le plus simple pour tenir 2026 et pour justement permettre un calcul sur 25 ans, donc plus juste aussi, c'est de poursuivre tel que le schéma le plus simple a été identifié. C'est votre proposition. Pour ce qui est de la question de la remise à plat du système de cotisation, eh bien oui, les travaux sont déjà engagés puisque la loi de financement de sécurité pour la sécurité sociale, par exemple, pour 2024, a prévu justement la refonte du calcul de l'assiette pour un passage à une assiette super brute et nous avons déjà commencé les travaux avec les pouvoirs publics. Il y aura un petit décalage par rapport au régime général pour les travailleurs indépendants où là, la mise en œuvre sera en 2025. Pour le régime agricole, ce sera en 2026 pour tenir compte des spécificités qui ont déjà été intégrées d'ailleurs dans l'esprit des pouvoirs publics et les travaux avancent bien. Concernant la question, j'essaye de balayer rapidement, concernant la question de l'efficacité des différentes revalorisations. Il y a une chose qui est certaine, vous le disiez tout à l'heure, c'est qu'il y a eu des déceptions sur Chassaigne 1, puis Chassaigne 2. Néanmoins, on ne peut que relever le gain, même s'il peut sembler limité, mais 120 € en moyenne pour Chassaigne 1, 50 € en moyenne pour Chassaigne 2, c'est toujours ça. On a eu également les revalorisations, pu bénéficier des revalorisations de la réforme des retraites, réforme globale, qui était donc de 100 €. En effet, du fait du plafond et de l'écrêtement, elle a été limitée dans ses effets. Donc les attentes ont été déçues et nous avons eu en effet à communiquer auprès de nos retraités sur la limitation du bénéfice en ce qui les concerne. Si une chose est certaine, en revanche, c'est que le système actuel a besoin d'une meilleure lisibilité. Donc une remise à plat permettrait cette lisibilité. Pour autant, ni les 25 meilleures années, ni le 4C, ni même une remise à plat ne peut garantir aux petites retraites aujourd'hui, les toutes petites retraites, d'être meilleures demain. Parce que ce serait revoir l'historique des cotisations, comme on l'a dit à plusieurs reprises. Pour nous, pour la MSA, ce qui compte énormément et ce qui compte le plus, c'est le système de préservation des petites retraites. Et la profession nous dit et nous répète qu'ils ne veulent pas vivre de la solidarité. Ils veulent vivre de leurs revenus, ils veulent pouvoir avoir des retraites dignes pour lesquelles ils auront participé. Donc quel que soit le système, qu'il soit systémique, paramétrique, de toute façon, il faut absolument préserver les petites retraites. Et nous n'avons pas la certitude aujourd'hui que le 4C du gouvernement le permette.
Merci beaucoup. La parole à Guylaine Pantel. Merci, Président. Monsieur le Président, au-delà du texte important qui nous réunit aujourd'hui, je souhaiterais avoir quelques précisions sur l'offre de la MSA, des services de la MSA déployés auprès de ses assurés. En effet, je souhaiterais savoir si vous avez impulsé des actions visant à sanctuariser la possibilité de rectifier le relevé de carrière, quel que soit l'âge de vos assurés. Cette interrogation s'appuie notamment sur des travaux de la Cour des comptes qui mettent en évidence un niveau élevé d'erreurs de portée financière en faveur ou au détriment des assurés, touchant des pensions de retraite nouvellement attribuées. Par ailleurs, nous le savons, nos concitoyens ne sont pas mieux conseillés que par des agents physiques et disponibles en guichet. Ainsi, serait-il possible que vous nous indiquiez vos orientations en termes de politique de ressources humaines pour l'accompagnement de vos assurés sur le volet des retraites? C'est un élément essentiel que je pense notamment, quand je pense notamment aux territoires ruraux ou hyper-ruraux comme la Lozère, où les services de proximité sont absolument essentiels. Je vous remercie. Merci beaucoup, Chantal de Seine. Merci, Président. Merci, Monsieur le Président, pour votre franchise. Je voulais vous alerter, je suis là, pardon. Je voulais vous alerter sur la situation des exploitants agricoles qui ont un niveau de cotisation très élevé. Ça veut dire qu'ils font du revenu, mais qui sont plafonnés au niveau de leurs points et qui donc cotisent pour la solidarité et ont des retraites qui sont plafonnées aux environs de 1 000 €. Vous l'avez rappelé tout à l'heure. Donc la solidarité a ses limites. Une retraite, ça veut dire un moment cotisation. Alors bien sûr, je suis favorable à ce que tous les agriculteurs aient une retraite décente, mais il ne faut pas oublier qu'à un certain moment, certains agriculteurs n'ont pas cotisé, n'ont pas voulu cotiser, n'ont pas voulu que leurs femmes soient par exemple salariées sur l'exploitation, et après ils ont des revendications de statut et de retraite. Mais, je suis désolée, je ne suis pas tout à fait d'accord. Merci beaucoup. Elisabeth Doineau. Oui, merci Monsieur le Président. Merci Monsieur le Président, Madame la Directrice, déjà pour votre discours de vérité. C'est quand même des éléments qu'il faut prendre en compte, tout ce que vous avez su dire. Alors, on a effectivement toujours la réflexion de se dire, est-ce qu'on peut satisfaire tout le monde? C'est généralement pas forcément possible. Ce qu'il faut, c'est que le résultat donne un ressenti de justice sociale le plus élevé possible, un indice élevé de justice sociale. C'est-à-dire que chacun contribue, voilà, comme la sécurité sociale, selon moi, et en bénéficie selon ses besoins. Est-ce que c'est tabou? Moi, je ne dis pas que je suis pour. Hein. Est-ce que c'est tabou de dire que, comme les indépendants, parce que c'est un petit peu pareil, finalement, hein, sur le bénéfice, est-ce que le fait qu'il soit rentré le 1er janvier 2020 dans le régime général, est-ce que c'est tabou de regarder ce que pourrait donner la même chose pour les agriculteurs? Voilà, c'est une question, je m'interroge. Et puis, je voudrais que, là, c'est tout à fait personnel pour essayer de comprendre mieux comment les choses ont évolué. Je suppose que vous avez fait pas mal d'études sur le fait que les agriculteurs ont réagi différemment selon les évolutions de l'agriculture. Il était convenu, et vous l'avez plus ou moins dit d'ailleurs, qu'à un certain moment, bon, pas de cotisation à un régime complémentaire, mais par contre, on investit dans l'immobilier et on s'en fait un revenu après, quoi, quelque part, ou ailleurs. Et je pense que vous avez certainement des études qui montrent qu'effectivement, les placements des agriculteurs ont peut-être été moins nombreux d'année en année parce qu'effectivement, l'outil de travail était aussi à entretenir, etc. Enfin, est-ce que vous avez sociologiquement des évolutions très marquées qui pourrait nous aider aussi à se faire une idée? Merci. Merci beaucoup. Catherine Conconne. Oui, bonjour à tous. Vous interrogez sur la situation très particulière de la dite Outre-mer, avec la mise en place de lois sociales beaucoup plus tardives que dans l'Hexagone. À ce jour, après les votes des lois Chassaigne 1 et 2, j'ai eu un mal fou à avoir de la transparence sur la mise en œuvre des différentes lois et des impacts que cela peut avoir sur le revenu des agriculteurs. Vous imaginez bien qu'on est sur beaucoup de petites exploitations,
On est des petits pays, donc forcément, on n'aura pas des milliards d'hectares de terres agricoles, mais avec des gens qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles, avec des revenus extrêmement faibles compte tenu du coût de la vie, de l'importation des intrants, etc., etc. Donc, il y a 6 mois environ, j'ai fait un point avec la Caisse générale de sécurité sociale, qui est donc la représentante de ces institutions chez nous. Et au moment où je vous parle, je n'ai toujours pas de réponse quant à la mise en œuvre des lois Chassaigne et tout. Je vais aller les taquiner encore d'ici la fin du mois. Bon, c'est vrai qu'on a eu une période un peu difficile après le Covid, avec le départ de 2 directeurs consécutifs qui viennent juste d'être remplacés. Mais il y a là à me rassurer sur la bonne mise en œuvre et nous sommes des Français, pas entièrement à part, mais à part entière. Le message est clair. Florence Lasserade. Merci, Monsieur le Président. Merci à tous les deux. Moi, je suis en Gironde, de grosses crises viticoles, et j'assiste à des réunions auxquelles je ne comprends pas forcément. Il y a 2 types d'agriculteurs, ceux qui sont capables d'utiliser l'outil informatique, qui sont réglo vis-à-vis de la MSA, et puis d'autres qui voient la MSA comme un mur infranchissable et se plaignent de ne pas avoir d'interlocuteurs. Le nombre d'interlocuteurs a certainement diminué, mais pour cette génération qui manie mal l'outil Internet, et donc toutes sortes de revendications arrivent de celui qui ne peut pas prendre sa retraite à 66 ou 67 ans parce qu'il y a une intrication avec son foncier. En Gironde, c'est vrai que les agriculteurs ont de petites retraites, mais comptent sur le foncier, fermage, etc. Ça n'existe plus. Et donc, on me pose la question de la taxation des revenus fonciers à 17-20%. Est-ce qu'il y aurait moyen d'agir sur ce levier, bien que ça soit pas forcément de votre ressort? On me demande pourquoi, bien sûr, le minima des revenus agricoles n'est pas indexé sur le SMIC. Pourquoi le SMIC agricole est plus faible que le SMIC ordinaire? Voilà, ce sont des questions récurrentes. Et ensuite, j'ai bien compris que ceux qui sont déjà à la retraite, ils se sont réunis là très récemment. Il y a eu une motion qui est sortie sur différents sujets. En fait, ils ne peuvent pas forcément jouer maintenant qu'ils touchent cette retraite-là sur le passé. Et donc, comment est-ce qu'on peut trouver des solutions? Parce qu'après tout, ils vont vieillir, ils auraient des besoins peut-être d'aller en EHPAD ou autre. Et ça paraît insoluble. Il y a un grand désespoir d'une partie des agriculteurs. Très bien. Et pour terminer, Daniel Chassaing. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président de la MSA et Madame la Directrice. Donc, je voulais intervenir sur le problème de l'élevage, où les revenus sont très bas, avec bien sûr des aléas sanitaires, ce qui fait qu'on a tout un secteur du Limousin au Massif central où on ne peut pas faire autre chose. Alors, dans l'agriculture, il y a plusieurs agricultures où certains secteurs arrivent à être rentabilisés, mais si on veut que des jeunes s'installent, il faut, je pense, comme ils demandent, avoir des prêts, mais aussi ne pas des prêts à taux zéro, mais ne pas augmenter les cotisations, parce qu'ils ne pourront pas s'installer. On se rend compte qu'actuellement, on a des fermes et on veut garder une agriculture familiale. Ça, c'est ce qu'on souhaite. Mais il y a des fermes qui s'arrêtent où ils ne trouvent pas de jeunes pour reprendre parce qu'il y a le problème de la transmission qui est trop taxé. Et c'est l'agriculteur qui est là parce qu'en fait, il n'y a personne qui va s'installer. Il va reprendre une surface plus grande et il n'y aura pas de jeunes qui s'installent. Pourtant, on en a besoin. Vous avez parlé de l'aménagement du territoire. On a absolument besoin de jeunes qui s'installent dans l'élevage. Sinon, on va arriver à ce qu'il y ait des plantations qui vont se faire automatiquement. Donc, moi, je pense que vous avez dit effectivement qu'il fallait que les jeunes soient bien conscients et on doit le leur dire lorsqu'ils sont bien sûr à l'école qu'ils ont des cotisations à payer. Mais ça, ils le savent bien. Mais
il faut que dans certains secteurs agricoles, la solidarité nationale continue. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut que ça continue pour que, eh bien, il y ait une diminution des cotisations et malgré tout, une retraite, parce que les gens qui travaillent 60 heures, 80 heures, qui travaillent et qui ont très peu de revenus, ils sont indispensables pour l'aménagement du territoire et ils ne peuvent pas cotiser davantage. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour vos réponses. Je ne sais pas si je vais répondre à tous. Simplement, j'ai un tableau qu'on pourrait vous transmettre sous les yeux. Je sais que le système informatique fait que je ne peux pas le transmettre tout de suite. Selon le revenu, je regarde pour ne pas me faire d'erreur, hein, entre moins de 5 000 euros et plus de 50 000 euros, jusqu'à 50 000 euros de revenus, vous allez payer entre 2 800 et 16 100 euros de cotisation. Sachant que la MSA a cette particularité, c'est qu'au-delà des cotisations, on appelle de la CSG-RDS, on appelle des cotisations conventionnelles. Donc, dans la facture, hein, lorsque les fonds de formation VIVEA, le FMSE, etc., etc. Donc, au-delà des cotisations globales, on appelle aussi un certain nombre de cotisations, puisque les opérateurs pour qui nous travaillons considèrent que le fait qu'on ait un fichier informatique, ça leur coûte très peu cher d'appel de cotisation. Quand on appelle le FMSE qui appelle 20 euros de cotisation, effectivement, s'il fallait qu'ils mettent tout un système en place, ça coûterait une fortune sur le sujet. Donc voilà, donc les cotisations, c'est une part importante, mais ce n'est pas la seule part. Sur je vais démarrer par la dernière question. Chez les jeunes agriculteurs, il y a une prise en charge sur 5 ans des prises en charge de cotisation. Je pense que s'il y avait quelque chose à faire sur cette prise en charge de cotisation dans les 5 premières années, c'est inverser le système. C'est-à-dire que la prise en charge soit plus importante la 5e année que la première. Voilà, je le dis. Parce que les premières années, il y a un tas d'avantages et tout. Et c'est qu'au bout de 4-5 ans qu'un certain nombre de charges deviennent pleines et entières. Et que s'il y avait un effet intéressant pour les jeunes agriculteurs, ça serait d'inverser le système d'aide et que les aides au JA soient plus importantes la 5e année que la première. Voilà, ça c'est un point. Sur Madame, au niveau de la Gironde, ça répondra aussi à un certain nombre d'interrogations. La MSA, alors c'est souvent auprès du monde agricole, du moins de mes collègues agriculteurs, c'est « je t'aime, moi non plus ». Il y a un film comme ça, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que les gens, ils respectent et puis d'un seul coup, ils sont quand même contents de le trouver. Pourquoi? Simplement parce que je rappelle que quand même, nous sommes la seule organisation de protection sociale à avoir 250 agences sur l'ensemble du département. Nous avons 82 France Services labellisés MSA, gérés par la MSA. Et dans ces agences, et c'est pour ça que je suis toujours surpris, dans les agences, donc on a à peu près 2 ou 3 agences par département, hein, c'est ça que ça veut dire, plus les maisons France Service, nous avons du personnel qualifié. Quand je dis du personnel qualifié, ce n'est pas une réponse de premier niveau, c'est-à-dire que ce sont en général des gens qui sont des conseillers en protection sociale et qui ont la capacité de pouvoir informer l'ensemble des ressortissants, y compris sur les dossiers retraite. Donc voilà, donc à un moment donné, on ne peut pas, et malgré ça, moi, je veux dire, malgré tout à l'heure ce que je disais, la baisse des moyens et la baisse des effectifs, nous avons maintenu le fait d'être en permanence sur des agences locales et non pas uniquement sur le siège du département. Donc ça, c'est quand même un point sur lequel je... Alors, savoir s'il faut aller au régime général ou... Alors, franchement, de toute façon, moi, je veux dire, hein, on est sur un régime aligné, ça ne change rien au problème. Petite retraite au régime agricole, petite retraite au régime général. Le problème, il se situe pas au niveau du calcul. Le problème ici. Alors après, le choix politique de savoir s'il faut un seul opérateur ou plusieurs opérateurs. Attention quand même. Moi, je le dis, des fois, c'est comme à l'éducation nationale. Il faut faire attention. Est-ce qu'on met tout? Est-ce que le fait d'avoir un seul opérateur, c'est une gage de garantie? Il n'y a rien qui dit que c'est une gage de garantie. D'accord? Donc, attention. Et je veux dire, une nouvelle fois,
le risque, c'est de déshabiller les territoires ruraux, de déshabiller complètement les territoires ruraux. Hein. Parce qu'aujourd'hui, qu'on habite à peu près n'importe où, les territoires ruraux, seule la MSA aujourd'hui, c'est le cas des maisons France Service, nous pouvons informer l'ensemble de la population, y compris ceux qui ne sont pas ressortissants agricoles. Je rappelle que la loi de 48 sur la création de la MSA prévoyait, notamment dans son fonctionnement d'action sanitaire et sociale, la capacité à pouvoir informer, aider, animer les territoires ruraux pour l'ensemble de la population et pas uniquement celle de ses propres ressortissants. Après, vous posez la question de savoir si on connaît, Madame la sénatrice, les revenus extérieurs. Non, mais je veux dire, en tant que député sénateur, vous êtes obligé de faire une déclaration d'utilité publique. À tout à chacun, qu'on soit salarié, non salarié, entrepreneur, politique, je veux dire, chacun peut faire d'immobilier, pas d'immobilier et tout. Et donc nous à titre d'organisme de protection sociale, nous connaissons uniquement les revenus professionnels agricoles. Point. Donc, je veux dire, on n'a pas. Je suis incapable de vous dire. Est-ce que les gens, ils ont moins investi, plus investi dans l'immobilier, incapable, puisque ça ne concerne éventuellement que le fisc, mais pas la protection sociale. Donc on n'a aucune idée sur ce sujet-là. Après, sur savoir, une question a été posée, savoir si sur le plafond des cotisations aujourd'hui, c'est autour de 50 000 euros de revenus déclarés, auxquels on va attribuer 104 points. Au-delà de 50 000 euros, effectivement, il y a des cotisations qui n'attribuent pas. Donc, il y a des cotisations supplémentaires, ce qu'on appelle les cotisations proportionnelles au-delà du plafond, qui participent à la solidarité nationale et qui n'attribuent pas de points supplémentaires. Donc, le minimum de points, quand vous n'avez pas de revenus, c'est quand vous cumulez les 4 trimestres, c'est 23 points. Le plafond des points, c'est 104 points. Et c'est vrai que nous avions proposé de dire qu'il fallait éventuellement déplafonner. Voilà. Je le dis parce que maintenant je suis à la retraite, mon dossier est clos. Donc maintenant je peux. En 2015, une exploitation avec mon associé et le salarié chez moi, producteur de porc et de viande bovine et de céréales, mais là c'est surtout la crise porcine qui nous avait handicapés. C'est moins 80 000 euros de revenus sur l'entreprise. Donc je dis moins 80 000 euros avant prélèvement privé, avant, ça veut dire que tous les jours, là, on emprunte pour manger. Hein. Ou alors, il faut avoir de la trésorerie, mais c'est ce qui s'est passé. On avait la trésorerie nécessaire. 2017, plus 120 000 euros de revenus. Vous voyez bien que le delta, selon les productions, il peut être énorme. Et là, ce n'est pas les conditions techniques et tout, c'est les conditions économiques, de marché, qui fait qu'on a ce delta énorme. Et c'est vrai que là, quand on revient sur l'objet de cette réunion, de cette audition, sur les 25 meilleures années, là, c'est là qu'on voit que c'est intéressant. Parce qu'effectivement, mon associé qui est aujourd'hui en activité, l'année 2015 pour lui, comme pour moi, elle a été un handicap. Pour moi, elle a été un handicap et pour lui, elle sera. Si effectivement on passe aux 25 meilleures années, dans son cas, 2015 sera éliminé du sujet. Tout simple. Donc on voit bien que ça peut quand même être intéressant d'éliminer parce qu'on a d'énormes variations. Quand vous qui êtes dans des zones sur le territoire, les producteurs de céréales aujourd'hui, où le blé, il y a 2 ans, il était à 300 quasiment euros, allez, 280 ou 300 euros, qu'aujourd'hui il est à 160 euros, les écarts de revenus, ils sont tellement énormes. Voilà, donc on est lié à ça aujourd'hui. Donc il faut avoir, et c'est vrai que ce serait un moyen, en tout cas, de trouver un ajustement dans la réforme des retraites. Moi, j'accepte, je le dis, alors beaucoup quand même de mes collègues acceptent de payer aussi. Il y a ceux qui ne veulent pas parce que par principe, je veux dire, ceux qui prônent, je le dis aussi très ouvertement, ceux qui prônent le grand libéralisme, où chacun se débrouille. Non, mais j'ai ça aussi dans mes départements. Moi, je suis président de la MSA Berry-Touraine, Indre, Indre-et-Loire, Loire-et-Cher. Et notamment dans l'Indre, il y en a certains qui me disent on supprime la Sécu, chacun fait ce qu'il veut où il veut. Oula,
oula. J'ai dit, vous vous rendez pas compte? Vous vous rendez pas compte? Je rappelle quand même que pour ramener un peu de réalité vis-à-vis de mes collègues, je ramène un peu de réalité. Quand le coût de traitement d'un cancer, c'est 250 000 €. Le coût d'une prothèse d'un genou, c'est 15 à 20 000 €, etc., etc. Je peux vous sortir la panoplie. Vous allez voir que d'un seul coup, on est tous contents d'avoir la sécurité sociale quand même. Hein. Et même si on paye des fois 300 € ou 400 € de dépassement, je vous jure que c'est rien à côté du coût global que ça peut coûter. Donc il faut ramener un peu aussi de réalité. L'assurance maladie, c'est ce que je dis souvent à mes collègues. L'assurance maladie, franchement, moi je préfère en payer toute ma vie et de ne pas en avoir besoin, hein, ou très peu. Hein. Je veux dire, voilà. Donc sur la retraite, c'est à peu près la même chose. Il faut accepter de cotiser parce que si on accepte de cotiser un peu plus, on sait que le retour, il est quand même un peu plus important. Christine, vous voulez... Je vous remercie. Donc, concernant le système d'équité des plafonds, donc plafonné, déplafonné, alors d'abord, pour les salariés, il en est de même. Il y a toujours des systèmes d'écrêtement et de plafond. Donc, si on veut modifier d'un côté, par équité, il faudra modifier l'ensemble. D'autre part, en effet, les grands payent pour les petits. Système de la solidarité. Après, l'ajustement en termes de taux de rendement et de contribution est aussi une des garanties qui permet à chacun de s'investir dans une forte contribution pour en tirer justement un minimum de bénéfices. Moi, je n'ai pas la même certitude, par exemple, que le fait d'avoir la garantie d'avoir une bonne retraite permet aux jeunes de s'engager dans une profession plutôt qu'une autre. Je ne suis pas certaine qu'à 20 ans, on se dise « je vais choisir ça parce que j'aurai une bonne retraite ». Pour autant, ça contribue aussi à une espèce de sérénité au fur et à mesure de l'activité et des années qui viennent. Je n'ai pas la même perception de la retraite aujourd'hui que je l'avais il y a 20 ans. Concernant maintenant l'intégration dans un système général, il n'y a rien de tabou. En revanche, le jour où ça arrivera, si ça arrive un jour, il faudra nécessairement s'assurer que le taux de rendement est le même, que les avantages qui existent aujourd'hui, comme les exonérations de cotisations pendant 5 ans, etc., auront toujours lieu, ce qui n'est pas le cas pour les indépendants. Donc, et bien sûr, les services de proximité. Aujourd'hui, vous avez des services de proximité, enfin, nos assurés ont des services de proximité parce qu'il y a un guichet unique. Enfin, désolée d'en reparler encore, mais la direction dont j'ai la charge s'occupe des 5 branches. Et donc, on voit bien aussi toutes les questions qui nous sont posées en matière de santé. C'est tout aussi complexe. Alors oui, il y a peu de transparence dans le système de retraite. C'est vrai, il faut l'expliquer. Il faut savoir accompagner les gens, anticiper, parce que vous avez raison. Il y a aussi le système du foncier, donc ça se prévoit au moins 1 an à l'avance. Mais il y a justement 5 ans avant les rendez-vous retraite, avec des propositions qui sont faites pour les transmissions, pour les installations, pour la retraite progressive, etc. Donc, c'est aussi tout cet accompagnement-là qui nécessite d'être fait. Et donc, très rapidement, lorsqu'il y a des erreurs dans des calculs de retraite, ce qui arrive très rarement, je pense que vous avez plutôt en mémoire les erreurs qui ont été subies par les assurés du régime général. Il y a bien sûr des récupérations et nous demandons en général de ne pas faire d'indus, donc pas faire de récupération et notamment sur les petites retraites. Sans compter bien sûr les faibles restes à charge, ça c'est une évidence. Donc le système de solidarité, c'est ancré, c'est dans l'ADN de la MSA, donc ça guide toutes nos actions. Ça guidera également la nécessité d'accompagner si jamais on va vers un alignement. Et enfin, pour répondre à un petit point technique, le SMIC agricole, eh bien, le SMIC agricole n'a pas d'existence juridique. Voilà. Donc, il est régulièrement utilisé. Il est réutilisé notamment dans la réforme, dans les travaux sur l'assiette des cotisations. Mais aujourd'hui, il n'a pas d'existence juridique. Excusez-moi. Oui, alors justement, pour l'outre-mer, dans d'autres domaines que la retraite, avec les CGCS, c'est un petit peu en effet compliqué puisqu'il y a ces systèmes de mise en place, il y a des services qui n'existent pas. Les transmissions avec le régime général ne se font pas toujours bien en matière de données, de signalement
Et certains dysfonctionnements nous sont remontés longtemps après. Nous avons eu en effet écho de certaines retraites qui n'étaient pas versées, certaines rentes d'IJ qui n'étaient pas versées. Pour autant, nous ne sommes pas à la manœuvre, mais nous travaillons en tout cas avec le régime général pour faire en sorte qu'au moins les informations, puisque ce sont des prestations qui sont acquérables, que les gens doivent, puissent à minima avoir l'information qu'elles existent. Mais nous sommes conscients des difficultés. Pour Madame la sénatrice de la Gironde, moi, effectivement, je vous invite à informer les ressortissants que vous avez, notamment viticulteurs, ceux qui ne maîtrisent pas l'outil informatique, d'aller vers justement directement les agences. Ça, c'est clair. Et là, il y a aussi une grande vision d'un certain nombre de technos qui considèrent qu'il faut tout digitaliser et tout. Ouais, je veux dire, à un moment donné, ça, c'est impossible. Ouais, je veux dire, il faut ramener un peu d'humanité dans le sujet. Les sujets sont tellement complexes, ce sont quasiment que des situations individuelles. Il n'y a pas de généralité dans le dossier, parce que souvent, on aborde les généralités, mais quand on regarde le dossier, quand les techniciens regardent le dossier, c'est des dossiers purement individuels, et qu'à un moment donné, je reviens, et je m'excuse d'être un peu lourd sur le sujet, mais si on n'a pas de moyens pour être présent, je veux dire, on ne sera pas présent. À un moment donné, on sait bien qu'il y a ce refus. Alors, il y a ce refus pour un certain nombre de personnes un peu plus âgées qui ne maîtrisent pas l'informatique. Je le redis, je l'ai déjà dit à certaines auditions parmi vous. Attention, le système scolaire français fait qu'en sorte, et c'est quand même un peu ma marotte parce que j'ai beaucoup apprécié d'être pendant une dizaine d'années dans l'enseignement agricole, on a 100 000 jeunes, 120 000 jeunes qui sortent du système scolaire qui savent tout juste lire et écrire. Et donc, ils peuvent jouer avec leur ordinateur ou avec leur téléphone portable. N'empêche que pour faire une démarche administrative, ils sont incapables quand même. Et donc, à un moment donné, les services publics, ou comme nous, avec des services comme les nôtres, avec une mission de service public, si on n'est pas présent sur les territoires, il va se passer quand même encore quelque chose sur les territoires ruraux. Moi, je vous le dis quand même d'une manière un peu triviale et simple, mais c'est une réalité. Voilà, c'est un constat qui est fait. Les démarches sont quand même... Par rapport au problème des cotisations sociales et tout, les jeunes, c'est le cadet de leurs soucis. Je vous le dis, quand ils s'installent, c'est le cadet de leurs soucis. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils payent, mais comme on ne leur a jamais appris... Donc on revient à la case départ, et c'est là qu'il faut quand même. Il y a peu d'entreprises, un certain nombre d'entre vous êtes des entrepreneurs, qui contestent les cotisations sociales. Tout le monde trouve que c'est éventuellement un peu cher, mais on ne les conteste pas. Dans le monde agricole, parfois, il y a des contestations en disant « Oh, mais ça sert à quoi ?» Ça sert que quand tu es malade, quand tu arrives à la retraite, quand tu as des enfants, quand on crée des mini-crèches dans les départements, dans des zones isolées et tout, ça sert à quelque chose. Donc, faut bien, à un moment donné, il faut bien participer à ce financement global du service qu'on peut rendre. Voilà. Président, ça sera votre pot de la fin, en tout cas. Je vois l'horaire. Un grand merci pour à la fois cette présentation et ces échanges. Donc, vous voyez bien que c'est un sujet qui va revenir puisque nous avons une programmation dès la semaine prochaine. Donc, du débat pour cette PPL. Merci beaucoup. Et donc, nous